Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau hors-série des Déconspirateurs, nous vous proposons un numéro spécial sur l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Cet événement, comme vous le savez peut-être, a fait l'objet d'une commission d'enquête de plusieurs mois de la Chambre des représentants des États-Unis. Elle a rendu ses conclusions au mois de décembre dernier, un document de plusieurs centaines de pages qui a été traduit en français, publié chez Buchet-Chastel ces derniers jours sous le titre « Assaut contre le Capitole ». Alors pour en parler avec nous, Laurence Nardon, qui signe la préface de cette remarquable édition francophone du rapport. Bonjour Laurence Nardon. Bonjour Rudy. Vous êtes chercheuse, politiste, spécialiste de l'histoire des idées politiques aux États-Unis et responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales. Vous réalisez aussi le podcast New Deal pour l'IFRI, Slate et TTSO depuis 2019, qu'on trouve sur toutes les plateformes de podcast. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous êtes retrouvé à écrire cette préface ? Eh bien, ce sont les équipes de Buchet-Chastel qui m'ont appelé, c'était un petit peu avant Noël 2022, pour me dire qu'ils préparaient une édition francophone du rapport de la commission d'enquête et que ce serait très bien si je pouvais leur écrire une préface. Et j'ai accepté tout de suite, évidemment, parce que j'ai tellement vécu cette journée, j'ai tellement cherché à analyser, à comprendre ce qui s'était passé, que finalement cette préface m'offrait l'occasion en quelques pages de donner une synthèse vraiment très claire de ce que l'on doit comprendre de cet événement. Alors justement, pour rentrer dans le sujet, si vous deviez résumer en quelques phrases rapidement ce qui s'est passé ce jour-là, le 6 janvier 2021, vous diriez quoi ? Oui, alors le jour même, ce qui s'est passé, c'est que la cérémonie de certification des résultats, qui est quelque chose de purement cérémoniel, réalisée par les deux chambres du Congrès américain pour annoncer officiellement les résultats, eh bien, ce processus a été interrompu par une émeute de gens partisans de Donald Trump qui les avaient chauffés à blanc dans une manifestation qu'il avait organisée lui-même le matin même de cette cérémonie. Des émeutiers qui ont pris d'assaut le Capitole, qui sont rentrés dedans en cassant les fenêtres, qui ont cherché violemment les élus, qui s'étaient réfugiés dans des salles protégées. Quelque chose qui ne s'était pas produit à Washington depuis la guerre de 1812 entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, donc quelque chose d'absolument incroyable. Et puis, ce qui est miraculeux, c'est que les émeutiers ont fini par partir et la procédure a repris. Et donc, le vice-président de Donald Trump, Mike Pence, qui agissait en tant que président du Sénat. Oui, parce que le vice-président, c'est constitutionnellement le président du Sénat. Absolument. Il a pu, donc on n'était plus le 6 janvier, on était le 7 à l'aube, il a pu annoncer que Biden avait bel et bien gagné l'élection. Donc si vous voulez, la démocratie est retombée sur ses pieds et il n'y a pas eu de coup d'État proprement dit. Mais enfin, l'événement reste quand même incroyable. C'est un moment de rupture assez inédit dans l'histoire américaine. Il y a une introduction de Liz Cheney dans cet ouvrage, dans ce rapport. Liz Cheney, c'est la vice-présidente de la commission spéciale sur le 6 janvier. C'est une élue républicaine, non trumpiste, qui n'a pas été réinvestie d'ailleurs par le Parti républicain, je parle sous votre contrôle, en tout cas par les primaires. Par les électeurs du Wyoming. Par les électeurs eux-mêmes, Oui, parce qu'elle a été battue par une candidate trumpiste pour l'investiture du Parti républicain pour l'élection au poste de représentante du Wyoming pour les midterms de novembre dernier, 2022. Et alors, cette Liz Cheney, qui est la fille en fait de Dick Cheney, elle cite le discours de Ronald Reagan lors de sa prestation de serment en 1981. Ronald Reagan dit eh bien, cette occasion, cette prestation de serment, ça peut paraître un événement banal, mais, dit-il, depuis près de 2 siècles, le transfert de l'autorité tel qu'il est prévu par la Constitution a lieu sans incident, et nous sommes peu à nous y arrêter alors que c'est une exception. Et effectivement, depuis qu'il y a une démocratie américaine, quasiment depuis la guerre d'indépendance, ça ne s'était jamais passé comme ça. Donc on a là un moment vraiment inédit de rupture. Alors, je ne sais pas si c'est une rupture proprement dite, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est un enchaînement d'événements depuis plusieurs années, depuis peut-être même quelques dizaines d'années qui aboutit à cette journée. Alors, vous diriez quoi ? Il y a des causes de long terme, structurelles ? Oui, il y a des causes... Enfin,
C'est un petit peu comme les cours sur la Première Guerre mondiale à l'école primaire. Il y a des causes lointaines et des causes plus immédiates. Les causes lointaines, si vous voulez, de cet événement, ce sont les causes de l'élection de Donald Trump, qui, à mon avis, sont à trouver dans les excès de la montée des inégalités aux États-Unis. C'est-à-dire que depuis le reaganisme des années 80, on a eu une classe moyenne américaine qui est censée être dans une prospérité toujours croissante, c'est vraiment le contrat social américain, eh bien, elle s'est trouvée bernée, si vous voulez, par toujours plus de dérégulation, toujours plus d'inégalités fiscales. Je crois qu'on est arrivé aux États-Unis à un indice de Gini qui mesure le niveau d'inégalité dans le pays, qui est le pire de tout l'Occident. Alors même que les politiques libérales que Reagan et Thatcher en Europe avaient lancées étaient censées enrichir la société, mais en réalité, ça n'a pas du tout fonctionné. Et on peut dire ici, entre parenthèses, que les excès du libéralisme économique aux États-Unis sont inimaginables en France. C'est-à-dire que nous, on se plaint parfois des excès de libéralisme en France. On ne sait pas ce que ça peut être dans un pays comme les États-Unis. Bon, je ferme cette parenthèse. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est qu'avec la crise financière de 2007-2008, il y a eu une prise de conscience des classes moyennes du fait que la situation était vraiment devenue impossible pour elles, que enrichir leurs enfants plus qu'elles-mêmes ne s'étaient enrichies était devenu impossible. Payer les études, payer la santé, payer la maison, payer la voiture devenait vraiment trop difficile, et qu'ils avaient été bernés à la fois par les élites républicaines et démocrates. Et donc, pour aller vite, ça s'est traduit par une colère politique. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle est aussi bien visible à droite, avec le mouvement des Tea Parties qui arrive en 2009, très rapidement après la crise, sous Obama, avec des relents un peu xénophobes, justement, avec cette élection. Elle s'exprime aussi à gauche, avec le mouvement Occupy Wall Street, ça c'est plutôt en 2011. Et là, c'est un mouvement qui ressemble un peu à Nuit debout chez nous, de colère des étudiants et des jeunes enfants des classes moyennes éduqués. Ces deux colères, elles se sont transmises, elles ont été récupérées à la fois par Trump dans sa campagne de 2016, c'est l'une des causes de son élection. Et puis elles ont été également récupérées à gauche dans les campagnes des démocrates radicaux qui étaient Bernie Sanders et Elizabeth Warren, par exemple. Donc une cause lointaine, c'est la prise de conscience des inégalités qui fait que les classes moyennes américaines, républicaines, ou en tout cas col bleu, on va dire, ceux dont les usines avaient fermé parce qu'elles sont parties en Chine, voit tout à coup la candidature de Trump comme une occasion de retrouver un certain espoir dans le système américain. Donc ça, c'est la première cause. Une autre cause, c'est que Trump a non seulement tablé sur cet électorat, mais il a réussi aussi, ça c'est un tour de force, à faire voter pour lui les conservateurs de la droite chrétienne américaine, en leur promettant des juges conservateur à la Cour suprême. Promesse qu'il a largement tenue, puisqu'il en a nommé non pas un, non pas deux, mais 3. Ça a plutôt bien marché, oui, jusqu'à maintenant. On a une Cour suprême américaine très conservatrice aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé sur la question de l'avortement. Donc ça, si vous voulez, c'est les causes lointaines. C'est une colère populaire qui amène l'élection de Donald Trump. Cette colère ne se calme pas du tout, puisqu'elle est en plus, si vous voulez, renforcée par un climat médiatique très nocif aux États-Unis. Il y a eu une transformation du paysage médiatique depuis les années 80-2000, qui fait qu'il y a beaucoup plus de buzz, de colère et de choses qui enflamment l'opinion en permanence, surtout à droite, avec cette chaîne qui s'appelle Fox News, surtout avec l'Internet. Et les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux qui... oui, j'ai parlé de Fox News. En fait, quand on parle des réseaux sociaux, il faut aussi mentionner les ingérences venues de pays étrangers, et notamment la Russie. Voilà, alors tout ceci crée un climat. Un climat délétère, un climat extrêmement dangereux. Mais il faut parler des causes plus proches de l'événement. Et là, il faut évidemment parler de la psychologie de Donald Trump.
qui donc arrive au pouvoir en 2016, élu par cette colère populaire, et à la limite, pourquoi pas, ça fait partie de toute une séquence historique. Il y a le Brexit, il y a le Front National en France, il y a Giorgia Meloni, il y a le Brésil. Je mélange un peu la chronologie. Mais, une poussée populiste. Voilà. Ce qui se passe à partir de là, c'est qu'on a un personnage qui est quand même complètement hors norme, et qui est Donald Trump, qui, il faut quand même reconnaître qu'il a un espèce de génie de la communication, un charisme très efficace sur une partie de la population américaine. Évidemment, les élites et les personnes éduquées le détestent, mais le reste du pays... pour une bonne partie, adore ce personnage parce qu'il est justement un peu vulgaire, un peu brutal. Il représente totalement la vengeance qu'il souhaite opérer sur le système. Est-ce que vous diriez que par ailleurs il est rassurant ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'image d'une sorte de fasciste dangereux, c'est quelqu'un qui est dans le paysage américain, et pas seulement politique, mais dans le paysage américain, télévisuel, depuis très longtemps. Il était connu des Américains, Donald Trump. Oui, il était très connu. Il avait joué ce rôle à la fois de businessman parti de rien, entre guillemets, parce que c'est complètement faux, mais de businessman qui a du succès. Là aussi, c'est complètement faux, parce qu'il a multiplié les faillites. Il y avait déjà donc ce personnage-là, et puis il y avait aussi son personnage télévisuel, vous l'avez dit, puisqu'il avait fait cette émission You're Fired, c'est pas le nom. Non, je ne sais plus comment elle s'appelle. The Apprentice. Ouais. Où il sélectionnait de futurs employés en les virant au fur et à mesure, d'où effectivement ce sous-titre You're Fired. Et il était extrêmement connu de la population américaine. Rassurant, je n'irais peut-être pas jusque-là. Je pense que les partisans de Trump aiment justement que ce soit quelqu'un qui va les venger du mépris des élites. Ouais. Et son côté brutal marche très bien là-dedans. Mais si vous voulez, l'éléphant au milieu de la pièce, et c'est le cas de le dire, parce qu'il est du parti de l'éléphant, enfin il a fini par être du parti de l'éléphant qui sont les républicains, parce que, pour la petite histoire, avant, en tant que richissime new-yorkais, il avait été démocrate, puis indépendant, puis républicain, puis à l'envers, etc. Donc ça avait été un petit peu mouvant. Les citoyens américains signalent leur parti lorsqu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. C'est le moyen d'être convoqués aux primaires de leur parti. Bref. Donc, Trump avait fini par se présenter pour les Républicains, parti de l'éléphant en 2016, mais je veux parler d'un autre éléphant au milieu de la pièce, qui est son état psychologique. Alors ça, il faut prendre quelques petites précautions méthodologiques, parce qu'on n'a pas le droit, les médecins refusent de faire un diagnostic sur quelqu'un qu'ils n'ont pas ausculté directement. Les médecins de Trump personnels s'en gardent bien, mais les associations de psychologues américains ont quand même fait un diagnostic, donc avec ce caveat que je viens de vous donner, disant que, à leurs yeux, et pour ce qu'ils peuvent connaître du personnage, c'est quelqu'un qui a un trouble de la personnalité narcissique, à leurs yeux, manifeste. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose que nous comprenons vers l'âge de 5 ans à peu près, qui est que chacun est son propre centre du monde, et que nous-mêmes, nous devons comprendre que les autres ont leur propre vie et leur propre intériorité et sont leur propre centre du monde. Nous ne sommes pas le centre du monde. Et cette acquisition-là, il semblerait que Trump ne l'ait pas faite, et que donc ça reste un personnage qui est à la fois extrêmement égoïste, mais aussi très sensible au regard des autres, ne supporte pas d'être vu comme un perdant, comme un loser par les autres, veut les dominer, mais veut aussi les séduire. Enfin, bon, il y a toute une palette de caractéristiques dans lesquelles je ne rentre pas, mais ce qu'il faut en conclure, c'est que pour lui, sa réélection en 2020, c'était absolument fondamental. Et alors, ce qu'on apprend dans le rapport de la commission, et que je trouve vraiment suprêmement important, c'est qu'il avait bien compris qu'il avait perdu. Il le sait, il le dit à un moment à Mark Meadows, qui est son directeur de cabinet. Mais il ne veut pas l'admettre publiquement parce que c'est la honte, entre guillemets. It's embarrassing. Et donc, il dit à Mark Meadows, débrouillez-vous, il faut pas que les gens le sachent. D'où toutes les tactiques successives qu'il va mettre en œuvre pour faire penser que c'est en fait Biden qui a perdu, et pour renverser l'élection. Donc les 6 mois qui se déroulent entre l'été 2020 et janvier 2021. Et d'ailleurs, dès l'été 2020, il explique qu'il ne peut pas perdre, et que si il est considéré comme
perdant de cette élection, c'est donc qu'il y aura eu des fraudes. Absolument, c'est extraordinaire. Il ne pouvait pas perdre dans son esprit. Enfin. Ouais. Alors, on va maintenant entrer dans le cœur du sujet, à savoir l'élection présidentielle américaine, donc, qui oppose Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden, donc l'ancien vice-président de Barack Obama. Le rapport de la commission s'ouvre sur un premier chapitre intitulé « Le grand mensonge ». Big Lie, qui montre bien que ce refus de reconnaître les résultats était prémédité. Oui, il avait donc préparé, il avait donc commencé à dire dès l'été précédent qu'il pensait que c'était absolument impossible qu'il perde et que si jamais il perdait, c'était donc qu'il y avait eu une fraude massive de la part des démocrates. Alors on va refaire un petit peu de chronologie pour que tout le monde l'ait à l'esprit. Les élections ont lieu le 3 novembre 2020. Le temps de dépouiller, de compter, il se passe quelques jours et les résultats sont annoncés le 7 novembre, de mémoire le samedi 7 novembre, oui. Je me rappelle, c'est AP et puis les autres agences de presse et les chaînes de télévision, CNN et même Fox News qui annoncent la victoire de Joe Biden. Là on est le 7 novembre et puis le 14 décembre on a le vote des grands électeurs qui investissent Joe Biden. Et puis la certification des votes des grands électeurs, c'est justement le 6 janvier 2021. Donc on sait que Trump a demandé très rapidement, dès après le 3 novembre, qu'on arrête le dépouillement. Il a le droit de faire ça ? Non, absolument pas. En fait, ce qu'il a voulu faire, c'est profiter de ce qu'on appelle le mirage rouge. Ouais. Le Red Mirage, enfin la traduction n'est pas très compliquée. Alors qu'est-ce que c'est le mirage rouge ? Alors c'est quelque chose qui est très connu dans les élections américaines. C'est que, enfin en tout cas au niveau national, c'est que c'est un phénomène qui est lié au fait que dans les zones rurales qui sont très peu peuplées, et peuplées surtout de républicains, le dépouillement va assez vite. Et donc, on a très très rapidement les résultats des bureaux plutôt républicains. Donc, ça nous donne plein de voix républicaines. Rouge étant la couleur des républicains, c'est l'inverse de la France. Enfin, ça ne l'était pas historiquement, mais la gauche est bleue et la droite est rouge. Et alors, en plus, les républicains, ils ont tendance à voter moins par correspondance que les électeurs démocrates. En tout cas, pour cette élection. Ce n'était pas forcément vrai avant, mais bon. En tout cas, on a donc beaucoup de bulletins rouges qui sont décomptés et annoncés très rapidement. En revanche, les zones urbaines qui sont très très peuplées et qui sont plutôt démocrates et qui ont donc un vote bleu, eh bien, ces bureaux de vote et ces nombres de bulletins sont dépouillés un petit peu plus tard. Et donc, régulièrement dans les élections, on a l'impression, quand le dépouillement commence à être connu mais qui n'est pas encore achevé, on a l'impression que ce sont les républicains qui vont gagner. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, à l'aube du 4 novembre, donc on était à Paris, le lendemain du vote, on commençait à voir les résultats qui tombaient et on avait des résultats très pro-républicains dans certains États qui ensuite, après, quand tous les votes ont été comptés, ont basculé côté démocrate. Trump était tout à fait au courant donc, de ce phénomène du mirage rouge et il avait dit qu'il pourrait en profiter en annonçant dès que possible sa victoire sur les ondes ou en faisant quelque chose d'un petit peu solennel, ce qui rendrait assez difficile un retour là-dessus, même si c'était complètement faux. Et puis, à la suite de cette annonce, il interdirait, ou en tout cas, il annoncerait la fin du dépouillement, ce qui est totalement interdit, évidemment. Mais enfin, il avait quand même une parole de président, donc ça pouvait semer le chaos. Et très curieusement, ça on y reviendra un peu plus tard, parce que je voudrais parler de l'amateurisme de Trump dans toute cette séquence dont on est en train de parler. Eh bien, très curieusement, il ne l'a pas fait. Alors, on va avoir à la fois, comme le rapport le dit, le mythe des faux bulletins, la fiction du décompte multiple des voix, les électeurs morts, enfin, l'équipe de campagne de Trump va tout faire, sachant qu'en plus, il va changer d'équipe de campagne, je voudrais vous entendre là-dessus aussi, mais va tout faire pour essayer de faire invalider l'élection, en déposant plusieurs recours, des dizaines de recours d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où il change d'équipe Alors donc, il rate cette première opportunité, opportunité pour lui évidemment. Et du coup, une fois que Biden est annoncé comme élu par les chaînes de télé le samedi 7 novembre, il commence une deuxième tactique qui consiste à chercher les fraudes dans les 50 États.
Et là, il y a une multitude de fraudes possibles, comme vous venez de le dire, des électeurs morts, les machines à décompter les voix Dominion qui sont faussées, intentionnellement ou pas d'ailleurs. Et comme vous l'avez dit, le remplacement de l'équipe de campagne intervient à ce moment-là parce que, pendant toute la présidence Trump, et peut-être même avant, quand il était à la tête de son organisation, la Trump Organization, c'est quelqu'un de très colérique, de très difficile à vivre, qui aime de lui-même d'ailleurs virer les gens. Donc il y a toujours énormément d'allées et venues et un taux de remplacement extrêmement élevé dans les équipes autour de Trump. Donc dans son équipe de campagne et son équipe de transition, non, une équipe de transition, c'est l'équipe que le candidat élu met en place pour préparer son arrivée à la Maison-Blanche. Donc c'est pas une équipe de transition, c'est une équipe de campagne défaite. Voilà. Même si lui-même n'y pensait peut-être pas sous ce vocable. Il y a beaucoup de gens qui partent parce qu'ils savent que c'est perdu et ils n'ont pas envie de se livrer à ces manœuvres vraiment très très limites. Et il fait venir des gens qui sont vraiment de plus en plus hauts en couleur, comme notamment Sidney Powell, qui est une avocate qui va se répandre pendant des semaines sur Fox News en racontant mais véritablement n'importe quoi. Il y a aussi quelqu'un qui prend un rôle très important à ce moment-là, c'est l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, qui va porter un certain nombre d'histoires de fraude devant les tribunaux. Et là aussi, de manière un peu foutraque. On se souvient de la fois où il a donné rendez-vous à la presse pour faire de grandes annonces. C'était devant le Four Seasons de Philadelphie, sauf qu'il s'était trompé, ses équipes s'étaient trompées. C'était pas le grand hôtel de luxe, la grande chaîne d'hôtels de luxe. C'était le Four Seasons, c'était une... comme on dit, une nurserie, c'est-à-dire un truc pour les plantes dans la banlieue, un genre de Truffaut, si vous voulez, Four Seasons pour les 4 saisons des plantes. Voilà, bref. Donc grand amateurisme, lui, Rudy Giuliani, il est nommé directeur juridique de la campagne, c'est bien ça, parce qu'il est avocat de formation. Et alors, on se rappelle cette conférence de presse, je crois que c'est en novembre, ou le 19 novembre, c'est ça, où Sidney Powell, dont on vient de parler, alors, qui s'est illustré par des propos pro-QAnon notamment, anti-George Soros, elle est très proche du site d'Alex Jones aussi, que connaissent bien les gens qui nous écoutent. Elle déclare que le logiciel Dominion, Dominion, c'est cette société de prestation de vote électronique, en tout cas de machines à voter électroniques. Et bien que le logiciel Dominion a été créé par Hugo Chavez et qu'on fait face à un complot à la fois vénézuélien, cubain, voire chinois pour faire élire Joe Biden. Donc là, on est en roue libre. Alors, il y a comme l'idée qu'on reprend les accusations d'ingérence russe dans l'élection 2016 et on les retourne, on les adresse à l'envoyeur. Oui, il y a tellement de choses à dire là-dessus. D'abord, le retournement de la réalité, c'est un grand classique. Par exemple, Trump lui-même, quand il dit fake news, il emploie ce terme. Alors, Dieu sait si lui, il fait beaucoup de fausses rumeurs de lui-même, mais quand il parle de fake news, il désigne les médias mainstream, les médias de gauche ou centristes qu'il attaque. C'est donc c'est donc un retournement complet de la réalité. Mais oui, sur ces histoires de soupçons de fraude, d'abord, il faut savoir que Dominion a fait un tel procès aux chaînes et aux individus qui ont colporté ces soupçons de fraude ou d'ingérence sur ces machines, qu'ils sont en voie de gagner un procès monstrueux. Alors, soit un procès, soit un accord à l'amiable extrêmement profitable pour eux. Ils ont demandé 1,5 milliard ou plus d'1,5 milliard, c'est ça, je crois. Et ils sont sur le point de l'obtenir, ce qui montre qu'il y a quelquefois le principe de réalité qui s'impose. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais pour revenir aux accusations, donc il y a eu pas moins de 62 recours portés donc dans les mois de novembre-décembre 2020 par le camp républicain pour fraude. Devant les cours des États, certains sont montés jusqu'à la Cour suprême. Et sur ces 62 recours, tous ont été rejetés, sauf un, sur des aspects techniques vraiment pas... Et qui n'auraient pas changé l'issue de l'élection. Non, c'était pas vraiment des fraudes. Même pas l'élection locale, parce que je crois que c'était, je ne sais plus dans quel État c'était, mais... Absolument, voilà. Donc voilà. Donc cette seconde phase de Trump qui essaye
et ses équipes qui essayent de trouver des voix frauduleusement comptées, etc., pour rétablir une soi-disant victoire de Trump, cette seconde phase, elle échoue également. Et alors la troisième phase ? Alors, la troisième phase, ça pourrait être celle où Trump et ses équipes essayent de faire pression sur les fonctionnaires des États, les fonctionnaires notamment qui sont chargés du vote et de la transparence et de la bonne tenue du vote dans leur État. D'ailleurs, on va voir l'attorney général, donc l'équivalent de notre ministre de la Justice, William Barr, Bill Barr, oui. Qui va donner sa démission. D'ailleurs, le jour de la certification, le jour du vote des grands électeurs, le 14 décembre, il va être remplacé quelques jours plus tard par un fonctionnaire sorti un peu nulle part du Department of Justice, Jeffrey Clark. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement de ce personnage, d'abord Bill Barr, et le rôle qu'il a joué ou qu'il n'a pas joué précisément, et puis le fait de remplacer comme ça un ministre de la Justice à quelques jours de céder le pouvoir au camp d'en face. Ben oui, c'est vraiment honteux. Il n'y a pas d'autre mot. William Barr, qui était quand même arrivé à ce poste parce qu'il était plutôt quand même du camp pro-Trump, en fait, s'est révélé. C'est un peu comme Mike Pence. Il y a un certain nombre de personnages qui avaient donné des gages à Trump et qui finalement ont préféré quitter le navire. Donc c'est quand même... à mettre à leur crédit. Absolument, il y a un certain nombre de héros. Donc William Barr qui a refusé de cautionner le mensonge sur les fraudes et qui a dit non, il n'y a pas de fraude. Et d'ailleurs, lorsque la Cour suprême, alors c'est pas Bill Barr, c'est la Cour suprême, au cours du mois de décembre, a rejeté un énième recours. C'est là où on raconte dans le rapport que Trump a lancé son assiette avec des frites et de la ketchup sur le mur de la Maison-Blanche, tellement il était en colère. Un comportement quand même assez infantile. Mais il y a un autre héros dont il faut qu'on parle, si on parle des pressions qui ont été exercées sur les responsables du vote dans les États, c'est celui de Brad Raffensperger, qui était un responsable de Géorgie. Et c'est lui que Trump... Mark Meadows et d'autres ont personnellement appelé à plusieurs reprises jusqu'au mois de janvier pour lui demander de renverser le vote, renverser les résultats en Géorgie. Il fallait 12 000 voix pour que le vote bascule. 11 780 voix. Très exactement. Il fallait donc ce nombre de voix pour que le vote en Géorgie, le résultat bascule du côté démocrate au côté républicain. Et Brad Raffensperger, qui est pourtant républicain, a refusé jusqu'au bout, alors même que dans ces conversations extrêmement longues, des heures, et qui ont été toutes enregistrées, on entend Trump lui dire non mais trouvez-moi juste les voix, je me débrouillerai derrière pour justifier. Enfin, c'était quand même quelque chose. Et il a été menacé, il a sa femme et ses enfants. Enfin, c'est quand même, là aussi, un héros, il faut le dire. On a un chapitre 5 qui est intitulé « Un coup d'État en quête de justification légale ». Et alors, je voudrais vous entendre sur cette notion de coup d'État, parce que il y a sur le bandeau du livre le complot de Trump contre l'Amérique, c'est des mots très forts, complot, coup d'État, des manipulations, des manœuvres, il y en a, enfin elles sont démontrées assez largement. Est-ce que justement ce que vous décrivez là, c'est-à-dire quelqu'un qui refuse la réalité, qui est quand même assez amateur dans ce qu'il fait, avec des bras cassés autour de lui quand même, des pieds nickelés, et puis ils n'arrivent pas finalement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de coup d'État ? Parce que les grands coups d'État dans l'histoire, en général, c'est des gens qui veulent se maintenir au pouvoir, qui se mettent dans la poche les généraux de corps d'armée, qui font un coup d'État militaire, qui enclenchent la loi martiale. Il n'y a pas eu tout ça. Non, enfin, en tout cas, si c'était un coup d'État, ce serait un coup d'État raté, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, vous pointez quelque chose qui est vraiment fascinant et qui rend cette journée difficile à comprendre, c'est que d'une part, elle était préparée de longue date, et il y a quelque chose de une préparation très juridique dont je vais parler dans un moment. Et en même temps, il y a cet amateurisme qui fait que les choses ne sont pas allées jusqu'au bout. Quand vous regardez les vidéos des émeutiers dans le Capitole, notamment ce type déguisé avec les cornes... QAnon chaman. Voilà. On les voit tourner un peu en rond. Alors, ils n'ont pas trouvé Mike Pence pour le pendre, parce que Mike Pence a été exfiltré et réfugié quelque part. Ils n'ont pas trouvé Liz Cheney, ils n'ont pas trouvé Nancy Pelosi, etc. Tant mieux.
Mais on voit que finalement, ils ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire. Et on les voit, ils tournent en rond, ils se prennent en photo, ils fouillent à droite, à gauche dans les pupitres des élus. C'est quelque chose qui est clairement pas préparé jusqu'au bout. Donc ça, c'est absolument de l'amateurisme. On se demande pourquoi, on se demande ce qui se passerait une prochaine fois éventuellement. Voilà. Et en même temps, donc, il y a aussi des préparatifs très inquiétants. Et alors là, on a parlé du mirage rouge, on a parlé des fraudes, on a parlé des pressions sur les élus. Il y a un autre chapitre très glaçant, c'est la préparation juridique, d'un plan juridique pour renverser l'élection. Et c'est ce qu'on a appelé, ce que le rapport appelle le mémo Eastman. Il y a un juriste qui s'appelle John Eastman, à la solde de Trump, qui a inventé un moyen de faire renverser l'élection de manière à peu près, non pas du tout, mais enfin en jouant avec la Constitution, si vous voulez. Et avec les apparences. Et avec les apparences. Et alors, pour expliquer ça, il faut revenir à la manière dont l'élection présidentielle se passe aux États-Unis. Ça n'est pas une élection directe comme chez nous, c'est une élection indirecte. Elle est universelle, tout le monde vote au-dessus de 18 ans, mais elle est indirecte. C'est-à-dire que dans ce pays fédéral, les habitants des États votent pour des grands électeurs dans leur État, qui correspondent au nombre d'élus au Congrès dans l'État. Il y a une sorte de représentativité de la population. Et donc, les grands États ont beaucoup de grands électeurs, comme la Californie ou le Texas, et les petits États ont très, très peu peuplés, ont peu de grands électeurs. C'est le décompte de ces grands électeurs qui fait l'élection. Sachant que, alors donc il suffirait de les compter, ça se complique un petit peu parce que dans 48 États sur 50, c'est un vote à la majorité. Parce que dans 48 États sur 50, c'est un vote non pas proportionnel, mais majoritaire. C'est-à-dire que si 51% des habitants de l'État, je pense à la Californie par exemple, même si c'est plus de 51, votent démocrate, tous les grands électeurs de l'État sont démocrates. Ils basculent d'un coup. Une prime majoritaire. Voilà. Et l'inverse est vrai, évidemment, pour les États avec une faible majorité républicaine. Tous les grands électeurs de ces États sont républicains. Voilà. Alors, les États votent, c'est le 3 novembre. Il y a beaucoup d'électeurs qui ont voté à l'avance dans le contexte du Covid, même si cette histoire de vote à l'avance se fait depuis très longtemps. Mais bon, ça n'est pas notre sujet. Et puis donc, on compte les électeurs de chaque État et ça nous fait le résultat. Ce que John Eastman a imaginé, c'est que 7 États du pays, qui sont des États dans lesquels la législature locale et le gouverneur sont républicains, mais qui ont voté démocrate dans l'élection présidentielle, eh bien ces États, au lieu d'envoyer leur liste d'électeurs officiels, de grands électeurs démocrates, démocrates, puisque ce sont les démocrates qui ont gagné, vont envoyer une autre liste, fausse donc, avec des grands électeurs républicains. Et donc il va arriver 2 listes à Washington pour ces 7 États. D'accord. Et que devant cette confusion, Mike Pence serait censé, à ce moment-là, refuser de certifier les votes des grands électeurs. De ces 7 États. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc invalidant, du coup, l'élection de Joe Biden. Oui, il n'est pas impossible que John Eastman, dans un premier temps, ait imaginé de réussir à mettre sa liste républicaine en premier et de faire oublier l'autre, la vraie. Évidemment, quand ces 7 fausses listes sont arrivées à Washington, elles n'ont pas pu être prises en compte. Il n'y avait pas le sceau de l'État. Enfin, elles n'étaient pas officielles. Mais juste une question. Les représentants républicains de ces États étaient d'accord avec ils n'étaient pas nécessairement consultés. Ils n'étaient même pas consultés. D'accord. Enfin, il l'était peut-être, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il ne l'était pas nécessairement. D'accord. Alors, donc, les fausses listes n'ont pas pu être prises en compte, heureusement. Mais ce que John Eastman a imaginé dans un deuxième temps, parce que c'était un plan à rallonge, c'est quand même assez complexe, c'était de faire pression sur Mike Pence pour lui dire, alors voilà, vous allez dire le 6 janvier que sur ces 7 États, il y a un doute, puisqu'il y a la liste officielle, mais il y a cette autre liste qui est pas officielle, mais qui est quand même relativement crédible, entre guillemets. Et donc, au final, vous allez, vous, Mike Pence, refuser tout simplement
par simplicité, de prendre en compte ces 7 États, et l'élection se fera sur les 43 États, plus les voix de quelques territoires, dont Washington DC. Enfin, ça, c'est un petit peu plus complexe. Alors, qu'allait-il se passer si Mike Pence faisait ça ? Les démocrates élus de la Chambre et du Sénat, donc dans le Congrès réuni, allaient crier au scandale. Et donc, dans ce cas-là, on allait prévoir une procédure qui est prévue par la Constitution, qui est on oublie tout dans ce cas-là, et on fait voter les élus du Congrès directement. Et dans ce cas-là, il y avait là aussi une majorité républicaine. De représentants, représentants et sénateurs républicains qui auraient pu maintenir Trump au pouvoir. D'accord. Mais alors, sur l'aspect improvisé de tout ça, on a un moment, le rapport parle des 187 minutes du manquement au devoir, c'est-à-dire plus de 3 heures, pendant lesquelles Trump, après son discours au parc Ellipse, va rester les bras croisés à observer les éléments. Entre le moment où il termine son discours et le moment où il appelle, notamment ses partisans, en tout cas les gens au Capitole, de se retirer du Capitole. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, on le voit, on l'imagine en train de s'affairer, en train de passer des coups de fil, en train de dire aux généraux de prendre position, etc. Alors, c'est pas du tout ce qui se passe. Il a quand même essayé d'aller sur place, dans sa voiture. Et là, il faut vraiment lire le rapport, le secret de service l'empêche. Sachant que les gens qui parlent aux membres de la commission n'étaient pas dans la voiture. Donc, c'est pas complètement clair. Mais ce qui se dit, c'est que pour rentrer à la Maison-Blanche depuis l'Ellipse, où il avait fait son discours, c'est pas très loin, mais il fait quand même le trajet dans The Beast, qui est son énorme limousine avec des vitres très épaisses, etc. Bref, au moment où il se trouve dans cette voiture, il dit aux chauffeurs et aux membres des services de protection, services secrets qui sont dans la voiture avec lui, il dit « Je veux aller au Capitole ». Et les gens refusent, les personnes présentes dans la voiture refusent. Il aurait tenté de saisir le volant pour faire tourner la voiture, les gens l'auraient retenu, etc. Et l'aurait donc ramené de force à la Maison-Blanche, où, vous avez raison, dans une sorte d'état de sidération, on le voit regarder la télé comme ça, voir ce qui se passe sans vraiment réagir, et il faut que sa fille et son gendre le supplient de faire cette intervention vidéo qui paraît un tout petit peu plus tard dans l'après-midi, où il dit I love you, rentrez chez vous, aux émeutiers. Mais cette histoire de sa volonté d'aller lui-même au Capitole est très importante. Historiquement, elle sera très importante, parce que c'est le moment où ça aurait pu basculer, si c'est vrai. Est-ce qu'il voulait vraiment, est-ce qu'il avait vraiment le courage et l'intention d'aller sur place, et qu'est-ce que ça aurait donné ? Est-ce qu'on est passé à un fil de la catastrophe démocratique, ou est-ce qu'en fait c'est pas complètement vrai, il était pleutre depuis le départ, il n'avait jamais l'intention d'y aller, et il était finalement dépassé par les événements ? Alors, il y en a qui avaient l'intention d'y aller et qui avaient des plans très précis pour ça. C'est des groupes paramilitaires, armés en tout cas, d'extrême droite, je pense aux Oath Keepers et aux Proud Boys en particulier, qui eux avaient un plan assez précis, puisqu'on a leurs documents. On a notamment une des propositions d'un document qu'ils avaient préparé qui s'appelle « L'attaque du Palais d'Hiver », référence directe au coup d'État bolchevique d'octobre 1917. Donc eux, ils voulaient très clairement en découdre. Ils s'étaient organisés, on le sait. Est-ce qu'il y avait est-ce qu'ils étaient en cheville avec l'équipe de campagne de Trump ? Alors ça reste difficile à évaluer. En fait, l'équipe de campagne de Trump, évidemment, dit que non. Et eux, leur discours est un peu confus sur cette question. Mais dans l'édition Buchet-Chastel, ils ont fait quelque chose de très très bien. Ils ont repris 2 cartes qui ont été faites par le New York Times et qui indiquent avec les heures à la fois les événements autour du Capitole, donc les fenêtres qui sont brisées, les endroits par lesquels les émeutiers sont rentrés, et une seconde carte qui montre l'intérieur du Capitole et comment les émeutiers ont progressé dans le bâtiment. Et donc on voit aussi les projets de bombes qu'ils avaient, si je crois. Oui, pour faire exploser. Voilà. Après politique fiction, un vrai coup d'État à la Z ou à la je ne sais quoi. Coup d'État de Pinochet au Chili. Voilà. Il aurait fallu qu'ils
fasse une annonce sur Fox News très tôt, en disant le pouvoir est pris. Et Fox News, on sait que c'est extrêmement à droite, extrêmement trumpiste par les commentateurs d'émissions politiques. Il y a une partie de la rédaction qui est quand même beaucoup plus raisonnable, hein, qui n'est pas du tout aussi à l'extrême droite que certains grands présentateurs comme Tucker Carlson ou Laura Ingraham, qui eux sont vraiment très très à droite. Il y a une partie du staff de Fox News qui n'aurait pas du tout marché dans la combine. C'est ce staff qui a d'ailleurs annoncé la victoire de Biden le 7 novembre. Là, on revient en arrière. Et alors, on évoque Tucker Carlson. Tucker Carlson, il a fait depuis un film qu'il a diffusé sur Fox News, s'appelle Patriot Purge, où il laisse entendre que cette histoire du Capitole, ça n'est un false flag, en fait, une mise en scène destinée à discréditer les partisans de Donald Trump. Tout ça avec la complicité du FBI et avec, comme exécutants, des militants d'extrême gauche, Antifa, antifascistes. Oui, ou Black Bloc. Ou Black Bloc. Oui. On n'a pas idée en France, on n'est pas encore parvenu en France à ce niveau de délire et d'insanité dans nos médias, dans nos propres médias très très à droite. On n'est pas loin, hein, on en prend le chemin sur certains sujets. On laisse les auditeurs juger, mais je pense que quand on regarde Fox News ou OANN ou les autres chaînes d'extrême droite américaines, ils ne reculent devant aucune insanité à dire. Et donc, que Tucker Carlson prétende que ce sont en fait des Black Blocs et des Antifa déguisés qui ont mené cette émeute... On a un passage, de toute façon, du rapport qui fait justice de ce mythe, hein, le mythe des Antifa, je crois, c'était page 40 du rapport, en tout cas dans son édition française. Les renseignements recueillis en amont du 6 janvier n'étayaient pas la conclusion que des mouvements d'extrême gauche ou d'autres groupes de gauche seraient susceptibles d'avoir recours à la violence lors d'une contre-manifestation ou d'attaquer les partisans de Donald Trump le 6 janvier. Au contraire, des renseignements recueillis le 5 janvier montraient que certains groupes de gauche demandaient à leurs membres de rester chez eux et de ne pas prendre part aux événements du 6 janvier. Voilà, c'est assez clair. Et puis surtout, on a les aveux, les dépositions de tous les gens qui ont été arrêtés, qui ont été condamnés par centaines pour leur participation à ces émeutes, qui sont tous trumpistes. Absolument, ils avaient été appelés à se préparer par Trump lui-même, qui avait dit stand by and stand back. Soyez au rendez-vous, ça va être de la folie, écrit-il dans un tweet le 19 décembre. Oui, donc ils ont eu près d'un mois pour se préparer. Ouais. Alors, le rapport se termine sur une liste de recommandations en 5 pages, et parmi ces propositions, recadrer le fonctionnement des médias. Et c'est un point d'ailleurs que vous évoquez dans votre préface. Qu'est-ce qui est proposé dans ce rapport sur ce point-là ? Qu'est-ce que les médias, comment les médias pourraient avoir un rôle à l'avenir pour éviter ce genre d'événements ? Alors, dans la transformation des médias américains, il faudrait, dans l'idéal, remettre en place les règles qui ont été supprimées dans les années 80, c'est assez ancien, sous Reagan, à l'époque où on avait une foi incroyable dans la dérégulation et la libéralisation d'à peu près tout. C'est à cette époque-là, dans les années 80 donc, que la règle du temps de parole égal et du traitement des nouvelles locales ont été annulées pour la radio. Et donc c'est dès les années 80, le temps que ça se mette en place, les années 90, qu'arrive quelque chose qui est très présent dans la vie politique américaine, ce sont les radio talk shows, c'est-à-dire les émissions de radio de discussion politique. Ce sont des émissions de radio qui durent 2-3 heures, c'est interminable parce qu'il faut occuper un temps de radio. Ouais. En plus, ça passe sur les réseaux hertziens ou je ne sais quoi. Il y a un truc technique qui fait que ça passe très bien dans les radios locales. Et là, on a l'apparition de ces émissions où on a un animateur politique qui a des invités ou pas, peut-être qu'il parle tout seul, peut-être qu'il va avoir un invité au téléphone pendant une demi-heure, l'émission dure 3 heures, et on l'écoute parler et raconter tout ce qu'il pense, tout le mal qu'il pense de Washington, tout le mal qu'il pense de Bill Clinton, puis d'Obama, puis d'Hillary Clinton, etc. au cours des années. C'est, si vous voulez, c'est devenu un trait majeur et une sorte de robinet permanent dans la politique américaine. Ce sont les talk-shows radiophoniques
qui se mettent en place. Ça, c'est sur la radio. Et c'est très, très à droite. Il n'y a pas vraiment d'équivalent du côté gauche. Glenn Beck, Rush Limbaugh, des noms comme ça. Qui est plus de ce monde maintenant. Oui. Mais enfin, ils ont quand même, si vous voulez, transformé le paysage médiatique. Alec Jones, juste faisons une parenthèse sur Alec Jones, mais il a commencé il y a un peu plus de 25 ans maintenant comme ça, c'est devenu une sorte d'empereur de la désinformation complotiste aux États-Unis, et il a un rôle tout à fait, peut-être pas central, mais important, dans la préparation des événements qui mènent au Capitole quand même. Absolument. Alors ça, c'est pour la radio. Après, il y a les télés avec les chaînes câblées qui arrivent, qui sont très nombreuses et qui doivent trouver leur public. Et pour trouver leur public, elles se mettent sur un créneau outrancier pour vraiment, si vous voulez, séduire un électorat, ou en tout cas, enfin, un auditoire, pardon, qui est peut-être pas aussi radical, mais qui aime se faire bercer par des choses très tranchées, très faciles à comprendre, et qui les mettent en colère, qui jouent sur leurs émotions, etc. Et puis, le troisième clou dans le cercueil d'un monde médiatique sain, c'est évidemment Internet, où tout le monde peut ouvrir son propre blog et avoir des systèmes de réseaux sociaux en ligne de plus en plus incendiaires, si vous voulez. Et donc, ce rapport appelle à remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il faudrait, dans l'idéal, réétablir des règles de l'éthique journalistique, celles qui ont été supprimées dans les années 80, datées des années 20-30, enfin très anciennes. Donc il faudrait tout simplement les remettre en place. Et il faudrait aussi obliger, alors ça c'est en cours mais c'est difficile, tous les grands réseaux sociaux à suivre eux aussi ce genre de règles. Les réseaux sociaux, en fait, le problème, c'est... Pardon, je parle de réseaux sociaux, mais je parle d'Internet en général, considèrent qu'il n'est pas responsable des contenus. Ils ne sont qu'hébergeurs et pas éditeurs. Ils sont hébergeurs, ils ne sont pas éditeurs. Eh bien, il faut absolument changer cette règle si on veut assainir les contenus que l'on voit en ligne et dans les réseaux sociaux. Quelle chance il a, ce rapport, de convaincre les sceptiques, ceux qui se posent encore des questions sur ce qui s'est vraiment passé ce jour-là? Est-ce qu'il sera lu? Est-ce qu'il sera entendu, en tout cas? Alors, lu... sans doute pas par le grand public. C'est pour ça qu'ils ont fait des auditions publiques. Les membres de la commission de la Chambre ont fait ont fait des sortes de petits bijoux télévisuels, une dizaine, entre l'été et l'automne 2022, pour présenter les conclusions du rapport. Sachant que les gens n'allaient pas vraiment le lire parce qu'ils ont peut-être assez de cette histoire. Les gens sont convaincus que c'est faux ou que c'est vrai. Vous avez raison. Très peu de gens vont changer d'avis, mais ils ont préparé des contenus télévisuels de manière extrêmement pro, en faisant appel à des professionnels pour au moins que les gens regardent. Et ça a très très bien marché en termes d'audimat. Donc ça, c'est une bonne chose. Je pense pas, vous avez raison, que ça va changer grand-chose. Reste 2 points. D'abord, c'est un rapport pour l'histoire, pour laver un peu... l'honneur de la démocratie américaine. Ils auront quand même fait ce travail qui est absolument admirable. Et puis, il y a quand même des conséquences. Dans les recommandations que vous avez faites, donc on vient de parler des recommandations sur les médias, mais il y en a une qui est d'ores et déjà à peu près adoptée, je crois que la loi va être votée, c'est un éclaircissement de la procédure de certification du vote. En fait, ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 a pu se passer parce que finalement, le rôle du vice-président était clair pour tout le monde, mais pas complètement... Mais coutumier, quoi. Explicite, exactement. C'était plus coutumier que écrit noir sur blanc. Et le rapport recommande, et le projet de loi a déjà été voté par la Chambre, il doit l'être au Sénat maintenant, une loi qui met noir sur blanc que le président du Sénat n'a pas de rôle autre que cérémoniel lors de cette cérémonie de certification. On a beaucoup d'électeurs ou de sympathisants républicains qui croient encore aujourd'hui à cette fable de la fraude, qui pensent donc logiquement que Joe Biden est illégitime. Qu'est-ce que ça peut donner pour les prochaines échéances? Alors, ce qui est vrai, c'est que ce grand mensonge, donc l'idée que Trump a vraiment gagné, que Biden est un fraudeur, c'est un article de foi pour les Trumpistes. Il faut vraiment le dire tout de suite quand on se dit Trumpiste. Et je ne suis pas totalement certaine qu'ils le croient en vrai, au fond d'eux-mêmes.
Ce qu'ils peuvent se dire, c'est que les démocrates ont tellement exagéré, ont tellement détruit le pays, sont tellement, je ne sais pas moi, dans le wokisme, enfin bon bref, ont tellement de tort, que finalement c'est de bonne guerre, on sait que c'est faux, mais on va le dire quand même, on va quand même dire que c'est vrai, parce que c'est une lutte à mort qui est engagée pour le salut de l'Amérique. Qu'est-ce qu'il risque, Donald Trump, maintenant ? Alors, les conclusions de ce rapport ont été transmises au ministère de la Justice américain, le Department of Justice, qui est dirigé par Merrick Garland. Et la question, c'est de savoir, le département de la Justice peut le faire, s'il va inculper Trump pour haute trahison. Il y a un certain nombre de chefs d'accusation qui sont proposés par le rapport. Alors, Merrick Garland est quelqu'un de très très prudent, qui sait que c'est évidemment un sujet absolument explosif. Donc, il s'est adjoint l'aide d'un conseiller spécial qui s'appelle Jack Smith, qui est un personnage, un juriste américain extrêmement renommé, qui a travaillé sur les procès pour atteinte aux droits de l'homme et crimes contre l'humanité au Kosovo. Donc il est rentré aux États-Unis pour suivre ce nouveau dossier, et on va voir ce qu'ils font, s'ils inculpent Trump dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors, vu de France, on se dit qu'évidemment, il faudrait inculper Trump, parce que il a quand même fait des choses extrêmement coupables. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un monde neutre, c'est un monde politique. Trump a déjà fait savoir qu'il se représentait pour les élections présidentielles de 2024, ce qui est son droit, puisqu'il n'a fait qu'un seul mandat, il peut en faire un deuxième. S'il était inculpé, ça risquerait de remettre une pièce dans la machine du Trumpisme, parce qu'il serait évidemment ravi de pouvoir exploiter cette nouvelle attaque contre lui pour se montrer en martyr des élites, martyr du système. Vous voulez dire qu'il deviendrait l'objet de toutes les attentions médiatiques, et donc ça pourrait lui profiter. Oh, ça, d'une part, il serait ça à nouveau... pourrait aussi le neutraliser. Enfin, on pourrait imaginer que ça le... Je dis une deuxième chose. Il y a effectivement qu'il reviendrait au centre de l'attention médiatique, sachant qu'il n'y est plus tellement depuis qu'il n'utilise plus Facebook et Twitter. Mais c'est qu'aussi, il pourrait redorer son image de martyr, puisqu'il a quand même réussi à faire croire qu'il était victime des élites, victime du système, victime du deep state, l'État profond, victime de toutes les attaques du camp démocrate. Et donc là, s'il est inculpé, c'est absolument évident qu'il dira que, évidemment, il est innocent, puisque de toute manière, il a gagné l'élection, mais que, regardez, je suis à nouveau attaqué. Je parle sous votre contrôle. Il a fait l'objet de 2 procédures de destitution, Donald Trump. Oui. Pendant son mandat et après le 6 janvier 2021. Alors oui, la première, c'était lorsqu'il avait interrompu l'aide à l'Ukraine en échange de révélations nuisibles sur le fils de Biden. Donc celle-là, il a été mis en accusation par la Chambre des représentants, puis blanchi par le Sénat. C'est ça, les procédures de destitution. Il faut que les 2 chambres agissent l'une après l'autre. Et ça s'est à nouveau produit en janvier 2021, tout de suite après le 6 janvier, puisque la Chambre l'a à nouveau mis en accusation et que le Sénat l'a à nouveau blanchi. Alors, le Sénat l'a blanchi, même si une majorité des votes ont voté pour la destitution, sauf qu'il fallait une majorité qualifiée. Il fallait la super majorité de 60 sénateurs sur 100, et il ne les a pas... Enfin, les démocrates... Il n'y a pas eu, je crois que c'est les 2 tiers, c'est ça, ou un peu moins de 2 tiers, je ne sais plus exactement, mais ça, une majorité qualifiée, pas une majorité simple. Mais il y a eu une majorité simple Absolument. Effectivement, de sénateurs qui a voté pour la destitution. Mais il est mis en cause dans d'autres affaires. Il n'y a pas que ça. Il y a les affaires de corruption sur sa boîte, la Trump Organization. Ça, c'est à New York, le conseil, la cour de Manhattan et la cour de l'État de New York. Il y a aussi les affaires en Géorgie sur ces pressions sur Raffensperger dont on a parlé. Il y a peut-être aussi des affaires de mœurs, mais enfin bon, à ce stade, on ne compte plus. Il a usé d'ailleurs d'un privilège qui est le privilège de l'exécutif pour pas avoir à comparaître devant la commission d'enquête, c'est bien ça. Steve Bannon non plus.
Il a refusé de venir s'exprimer. Oui, contempt of the court. Il a tout simplement ignoré cette convocation. On a plus de 30 témoins qui ont invoqué le 5e amendement, qui les protège de l'auto-incrimination, donc qui n'ont pas témoigné devant la commission. Steve Bannon qui a refusé de comparaître. Donald Trump qui a invoqué le privilège de l'exécutif qui l'autorise à garder confidentiels ces échanges. C'est pas le comportement de gens qui ont rien à se reprocher, ça. Bah si, évidemment. Mais c'est pas comme ça qu'ils le présentent. Ils disent qu'ils refusent de se présenter devant cette cour de justice, enfin, qui n'en est pas une. Ils parlent de la commission d'enquête. Mais qui est composée de républicains et de démocrates. Ah aussi. Oui, mais Liz Cheney n'est pas c'est une renégade. C'est une traîtresse, puisqu'elle a accepté de participer à cette commission lancée par l'abominable Nancy Pelosi. Enfin, je mets des mots dans leur bouche. Et donc, ils réfutent la légitimité de cette commission d'enquête. Et c'est donc pour ça officiellement qu'ils ne veulent pas se présenter devant. Mais c'est sûr qu'ils auraient des choses à se reprocher. On est passé très près d'une sortie de rail de la démocratie américaine, selon vous ? C'est difficile de faire de l'histoire fiction et de savoir si on était très proche d'un coup d'État ou quoi que ce soit. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que les événements du 6 janvier, en fait, les pères fondateurs, enfin les rédacteurs de la Constitution, en 1787, avaient vraiment peur de ça. Ils avaient vraiment peur qu'un président refuse de rendre le pouvoir et que les États-Unis deviennent petit à petit une monarchie avec une dynastie. Ouais. On est en 1787, il y a presque pas de république dans le monde, il n'y a que des monarchies. Et donc les rédacteurs de la Constitution se disent qu'ils doivent absolument prévoir des mécanismes pour empêcher que l'exécutif ne se transforme en monarchie. Et c'est pour ça que dans la Constitution américaine, on a le système de Montesquieu de poids, de checks and balances, de poids et contrepoids, c'est-à-dire, ce qu'on dit en bon français, la séparation des pouvoirs. Et donc, on voit un congrès qui doit certifier les résultats, une cour de justice qui peut discuter de fraude ou de pas fraude. On voit aussi, complexité supplémentaire dans le système américain, un système fédéral avec des États qui ont leur mot à dire dans le système. Qui sont eux-mêmes un contrepoids au système fédéral. À l'État fédéral. Et donc, ce qu'on voit de merveilleux dans le rétablissement, dans la soirée du 6 janvier, c'est finalement le fonctionnement. Et la force des institutions américaines. Le fonctionnement des institutions américaines comme prévu pour empêcher un dictateur, un tyran, comme disaient les pères fondateurs, pour empêcher un tyran de conserver le pouvoir à l'issue de son mandat. Donc c'est vraiment ce qui s'est passé. Toute la question, c'est de savoir ce qui se passerait une prochaine fois. Est-ce que ce serait mieux préparé par un Trump ou un autre dans des années futures ? Très bien. Merci beaucoup, Laurence Nardon. Assaut contre le Capitole, rapport de la commission d'enquête, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Merci de nous avoir accordé de votre temps, à bientôt, et merci de nous avoir suivis, à très bientôt.